Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la communication linguistique dans les institutions internationales. Nous avons vu la dernière fois que dans les contacts avec les étrangers, souvent on vivait le handicap linguistique. On n'a pas d'aisance. Pour s'exprimer ou comprendre son interlocuteur, c'est pratiquement le parcours du combattant. Souvent les deux interlocuteurs sont comme des gens qui auraient subi une attaque cérébrale et qui auraient perdu une bonne partie de l'usage du langage. Alors dans ces conditions-là, on hésite à s'exprimer, c'est trop fatigant, c'est trop compliqué, on renonce. Eh bien ça, ce n'est pas limité à l'homme de la rue, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'élite intellectuelle. À une époque de ma vie, j'étais chargé de faire les procès-verbaux d'une réunion de comité de l'OMS qui siégeait en Asie orientale et qui fonctionnait en 3 langues, anglais, français, chinois. Et il y avait là, à chaque session, un médecin japonais extrêmement sympathique, un beau visage de vieux sage, le docteur Okamoto, mais il ne parlait pratiquement pas. Quand il intervenait, c'était pour lire un maximum de 2 phrases sagement écrites sur un bout de papier. Mais voilà qu'un jour, le gouvernement japonais a décidé d'inviter le comité à Tokyo, et à cette occasion-là, il a offert de prendre en charge l'interprétation en japonais et du japonais. Du coup, le docteur Okamoto est devenu un homme totalement méconnaissable. Il s'exprimait beaucoup, il disait des tas de choses pertinentes sur tous les sujets. On s'est rendu compte qu'au fond, pour le sortir de son mutisme, il suffisait de le délivrer du handicap dans lequel le plongeait le régime linguistique du comité. Et pour moi, ça c'est un très bon exemple du dysfonctionnement de nos sociétés sur ce plan-là. On se prive de l'apport d'un homme particulièrement compétent simplement pour une question de langue, et on ne s'en rend même pas compte. Et que dire du ridicule ? Une ministre danoise, Madame Helle Dahn, venait à peine d'être nommée ministre quand elle s'est trouvée devoir présider une séance internationale. Alors, après avoir ouvert la séance, elle a voulu dire « Excusez-moi si je ne connais pas très bien le dossier, mais je viens à peine d'entrer en fonction. » Et elle a dit « I'm at the beginning of my period ». Tout le monde a rigolé, elle n'a pas compris pourquoi. Elle croyait dire « J'en suis au début de mon mandat », mais ce qu'elle a dit en fait, c'est le début de mes règles. Alors bien sûr, les journaux danois en ont fait des gorges chaudes. Et moi, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que personne n'a manifesté de compassion pour elle. Personne n'a compris qu'en réalité, elle était la victime d'un système. Parce qu'elle avait derrière elle au moins 10 000 heures de cours et de pratiques de l'anglais, comme la plupart des Scandinaves de ce niveau. Et ce genre d'impair serait absolument exclu par définition à n'importe quel Britannique ou Américain. Et je me souviens d'une séance à l'ONU où le délégué de je ne sais plus quel pays avait fait une longue intervention où revenaient constamment les expressions « la politique du Cuba », « la position du Cuba ». Alors évidemment, tous les francophones rigolaient, mais cet homme, bon, il avait un accent assez fort, mais il parlait remarquablement français, c'était sa seule faute. Et elle est tout à fait excusable, puisqu'on dit la position du Honduras, la position du Guatemala, la position du Nicaragua. Et vous voyez, en politique, le ridicule tue. Et je trouve qu'un système qui ne répartit pas le risque de ridicule de façon équitable n'est pas un système démocratique. Et puisque je parle de démocratie, je pourrais parler de l'Union européenne. À l'Union européenne, en théorie, les 23 langues des pays membres sont sur le même pied. Mais ce n'est pas vrai du tout. Dans la pratique, tout se passe comme si on poussait au maximum l'anglais. Regardez les sites de l'Europe, de l'Union européenne sur Internet, vous voyez qu'ils sont majoritairement en anglais. La vice-présidente de la Commission, Madame Margot Wallström, a créé un blog sur son site en expliquant qu'elle voulait comme ça communiquer avec tous les citoyens. Mais son blog est en anglais. Résultat pratique, les commentaires qu'elle reçoit pour les textes, elle écrit à peu près
un texte par semaine, ces commentaires émanent pratiquement exclusivement d'anglo-saxons. Je trouve que c'est une erreur monstrueuse de ne pas se rendre compte que la langue définit l'auditoire ou le lectorat. Et une chose qui m'a beaucoup choqué à propos de l'Union européenne, qui se prétend démocratique, c'est que dans les négociations avec les pays de l'Est, elle a imposé l'anglais comme seule langue de négociation. Or, l'anglais est justement une langue qui n'a jamais été prioritaire en Europe de l'Est. Vous le savez, si vous avez voyagé en République tchèque ou en Slovaquie, en Hongrie, là-bas, la langue étrangère que les gens savent, c'est l'allemand. En Pologne, en Roumanie, c'est le français. Mais nulle part dans ces pays, l'anglais n'a jamais été une langue très répandue. En imposant l'anglais, l'Union européenne a empêché les États de faire défendre leurs droits, leurs intérêts par des diplomates de la vieille école. Je trouve ça injuste et inadmissible. Et il y a beaucoup de choses injustes dans le fonctionnement de l'Union européenne qui ne cesse de proclamer son attachement à l'idéal démocratique et à l'égalité entre tous. Par exemple, au Parlement européen, chaque député a le droit de parler sa propre langue. Et ils le font, ils ne s'en privent pas. Ça paraît très, très égalitaire. Mais qu'est-ce qui se passe en pratique ? En pratique, comme il n'y a pas d'interprète qui soit capable de traduire du danois en bulgare ou du hongrois en portugais, quand c'est un député d'un de ces pays qui s'exprime, ce que ses collègues entendent dans leurs écouteurs, ce n'est pas du tout l'interprétation directe du discours original, c'est l'interprétation de l'interprétation en anglais, le plus souvent, de ce discours original. Donc c'est un peu comme le jeu du téléphone que vous connaissez, où chacun dit à l'oreille quelque chose à l'autre qui le retransmet. Et ça finit par un résultat très, très rigolo à cause des formations successives. On estime qu'il y a entre 10 ou 20% d'omissions et de distorsions, de déformations de sens dans toute interprétation simultanée. Donc vous imaginez ce qui se passe quand on la multiplie par 2. Et effectivement, il y a un rapport de l'ONU qui dit que, notamment dans les séances techniques, ce qu'on appelle le système de l'interprétation par relais ou par langue pivot occasionne une perte de 50% de l'information qui est communiquée dans les interventions de ceux qui s'expriment. Mais en fait, si on regarde la vie internationale en général, on se rend compte qu'il y a une tendance incroyable à considérer qu'il faut savoir l'anglais. Tout le monde doit savoir l'anglais, même il est sous-entendu souvent que tout le monde sait l'anglais. Et on ne se pose pas la question de savoir, mais est-ce possible ? Comment on a vu avec la ministre danoise, Madame Den, je pourrais vous citer des tas d'autres exemples, savoir bien l'anglais à fond, c'est pratiquement impossible, en tout cas pour la très grande majorité des gens. Alors on a actuellement un peu l'équivalent de ce qu'on a avec l'informatique. On parle quelquefois de la fracture numérique, une scission de la population en 2 éléments, ceux qui savent se servir d'un ordinateur, ceux qui ne savent pas se servir d'un ordinateur. Eh bien c'est la même chose, les populations sont coupées en 2, ceux qui savent bien manier l'anglais et ceux qui ne le savent pas. Et il y a là quelque chose de très injuste, il y a beaucoup de laissés pour compte auxquels on ne s'intéresse absolument pas. Et personnellement, je trouve ça scandaleux. Mais la prochaine fois, nous parlerons peut-être un peu de ça, mais c'est surtout de ce qui se passe du côté de la traduction et de l'interprétation que je compte vous emmener.